Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Une nouvelle fois, avec Olivier Coudin, nous venons vous parler du Covid-19. Chacun sait désormais la tristesse de la situation en Martinique, le rebond magistral dont nous souffrons, l'explosion de l'hôpital, les hésitations persistantes d'une partie de la population face au vaccin. Parlons aussi de l'engagement des soignants, de la solidarité, de proximité qui s'exprime vis-à-vis des personnes malades, des personnes isolées, la solidarité nationale aussi qui vient nous soutenir et qui se renforce. Olivier Coudin commencera par décrire la situation sanitaire du territoire, puis je présenterai les mesures supplémentaires qui seront mises en œuvre à partir des prochains jours. Bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc, la situation de la Martinique, comme vous pouvez le constater, continue de s'aggraver. Selon les chiffres de Santé publique France, cette aggravation, elle se confirme avec une très forte augmentation du nombre de cas hebdomadaires sur la semaine dernière. Nous sommes à 3 537 cas constatés sur la semaine dernière. Et malheureusement, c'est une tendance qui se confirme, puisque sur les 2 premiers jours de la semaine, nous sommes déjà à 1100 cas pour la semaine en cours. Donc l'épidémie flambe en Martinique, on le voit très clairement. Pour rappel, il y a 2 semaines, nous étions sur un taux d'incidence de 280. Nous sommes désormais à un taux d'incidence de 995 pour 100 000, un taux de positivité à 16,4 et une situation hospitalière qui s'est très fortement dégradée ces derniers jours. On voit sur le graphique suivant l'illustration de cette augmentation très importante. Et cette situation grave que nous connaissons sur le territoire, comme on pouvait le craindre, elle a un fort impact aujourd'hui sur le système de santé, et en particulier sur le système hospitalier, et plus singulièrement sur le centre hospitalier universitaire de Martinique, qui est aujourd'hui dans une situation de saturation. La bascule dans cette situation de saturation, elle s'est réalisée vendredi soir. Et elle s'est caractérisée par un fort afflux de patients aux urgences en cette fin de semaine dernière qui s'est confirmée samedi, dimanche et jusqu'à aujourd'hui. Donc cette situation, elle a contraint les équipes du CHU à mettre en place 2 lignes distinctes aux urgences, une ligne dédiée au Covid et une ligne, on va dire, plus traditionnelle et plus habituelle, pour pouvoir fluidifier les prises en charge. Le CHU a également pris les choses en main et s'est organisé pour pouvoir procéder à l'ouverture de plusieurs unités de médecine Covid sur le territoire, portant la capacité d'hospitalisation en médecine de 11 lits à 142 lits. Sur ces 142 lits, 128 sont occupés actuellement, en tout cas selon les chiffres d'hier soir, par des patients martiniquais souffrant de Covid. Cette dégradation, elle s'observe aussi en service de réanimation, et en particulier au service de réanimation Covid, puisque nous sommes passés de 16 à 27 lits, et qu'aujourd'hui, ces 27 lits sont tous occupés. Donc on est dans une situation extrêmement compliquée et difficile, où on a dû mettre en place au CHU, vous le savez, un plan blanc. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est une forte mobilisation des professionnels du CHU, mais pas uniquement ceux du CHU. Il y a aussi une mobilisation de l'ensemble des établissements de santé du territoire, y compris la clinique privée Saint-Paul et d'autres établissements publics qui aujourd'hui accueillent des patients qui étaient au CHU de Martinique dans leurs établissements pour permettre de continuer à augmenter la capacité et de continuer à apporter une réponse à cet afflux de patients qui est constaté en Martinique au niveau des urgences du CHU. Donc je le disais, une forte mobilisation des établissements, une forte mobilisation également
du secteur libéral avec des médecins, des infirmiers qui viennent aujourd'hui aider les équipes du CHU, avec des médecins militaires qui sont venus aider au CHU pendant le week-end dernier, des médecins militaires qui sont sur place ici en Martinique. Et puis, je l'ai dit, un certain nombre de patients, 64 patients, ont été transférés vers d'autres établissements pour permettre au CHU de continuer à accueillir des patients Covid. Nous utilisons d'autres moyens. Nous aurons bientôt l'arrivée d'un module militaire de réanimation pour pouvoir soutenir les équipes du CHU. Et puis nous avons, depuis maintenant 2 semaines, des équipes de la réserve sanitaire qui viennent soutenir également les équipes du CHU. Il y a 34 professionnels médicaux et paramédicaux qui aujourd'hui apportent leur concours pour pouvoir prendre en charge l'ensemble des patients martiniquais. La situation des clusters, vous le voyez, on était à quelques unités de clusters il y a quelques jours. Aujourd'hui, il y a 26 clusters qui sont en cours d'investigation en Martinique, soit près de 400 personnes suivies à travers ces clusters. Et vous voyez la diversité de l'origine de ces lieux de contamination groupés. Très clairement, aujourd'hui, cette diversité, elle marque une diffusion massive sur l'ensemble du territoire de la circulation du virus en Martinique. Voilà, donc plusieurs éléments qui montrent très clairement sur le nombre de nouveaux cas, sur le taux d'incidence, sur la situation aujourd'hui critique au niveau hospitalier, qui montrent que nous sommes vraiment arrivés aujourd'hui sur le territoire à une situation extrême, une situation qui va au-delà de nous faire craindre la saturation, puisque je l'ai dit, cette saturation aujourd'hui nous y sommes. Il y a eu plusieurs appels à la solidarité qui ont été lancés par la direction générale du CHU, par les médecins du CHU, par les équipes du CHU, mais par l'ensemble du système de santé. Aujourd'hui, nous sommes vraiment arrivés à un point où nous sommes très inquiets pour les prochains jours sur ce qui peut se passer en Martinique. Je vous remercie de votre attention. Donc on va afficher les courbes. Mesdames et messieurs, la situation épidémiologique, elle est bien décrite par les courbes que nous voyons à l'écran, avec les 2 pics d'octobre et d'avril dernier, et puis la 4e vague qui les dépasse largement malgré les mesures prises. Comment inverser les courbes? Précédemment, l'outil utilisé, c'était celui du confinement. Le confinement a permis de baisser de façon importante les taux de contamination de 75% lors du dernier confinement et de 45% en moyenne sur les 3 confinements précédents. Les 3 confinements avaient eu lieu selon des modalités différentes. Le premier confinement entre mars et mai 2020, 8 semaines. Le deuxième, octobre à décembre, 6 semaines. Et le dernier, 3 semaines, avec à chaque fois des mesures plus adaptées. Les enjeux du confinement, bien sûr, c'est la protection des libertés publiques et c'est aussi le soutien aux activités qui sont fermées. Le confinement, c'est une mesure de dernier ressort, mais nous y sommes contraints aujourd'hui compte tenu de la situation. Donc un confinement sera mis en place à compter de ce week-end et pour 3 semaines, avec une clause de revoyure mi-août. Il a pour objectif de casser la courbe, faire baisser le nombre de contaminations et protéger aussi le territoire en vue de la rentrée scolaire. Ce confinement, ce sera d'abord, dans la journée, de 5 h à 19 h, la restriction des déplacements au-delà de 10 km autour du domicile. Tout déplacement de plus de 10 km autour du domicile sera soumis à une attestation. Nous avons déjà connu ces formes de réaction et nous le remettons en œuvre sur le territoire. Et le couvre-feu sera ramené à 19 h avec des conditions de circulation plus strictes. Pendant cette période de couvre-feu, bien sûr,
Les activités professionnelles continuent. Elles sont recommandées en télétravail autant que possible, le plus largement possible. Les activités professionnelles continuent. Bien sûr, les activités de consultation médicale, les activités de soins, l'accès à la vaccination continuent. Les déplacements pour motifs familiaux impérieux, l'assistance aux personnes vulnérables, les gardes d'enfants, bien sûr, sont des motifs de déplacement légitimes. Il en est de même pour les convocations, pour des démarches judiciaires ou administratives, des transferts vers l'aéroport. À la différence des précédents confinements, compte tenu de la bonne application du port du masque dans un grand nombre d'établissements et de l'attention collective à la fois de la population et des responsables d'établissements de porter ce masque dans les espaces clos et dans les espaces collectifs, les commerces pourront rester ouverts sans distinction entre commerce essentiel et commerce non essentiel. Et la plupart des activités culturelles pourront aussi se prolonger dans la mesure où elles sont avec un masque. Les lieux de culte, bien sûr, resteront ouverts. Cette adaptation des règles concernant les commerces, où le masque est porté, est une des conséquences concrètes de la concertation qui a été menée à la fois il y a plusieurs mois en sortie du précédent confinement et puis ces derniers jours. Les activités sans masque, principalement les restaurants, les salles de sport, les lieux sportifs couverts, ne pourront pas continuer leur activité. En revanche, lorsqu'il s'agit d'acteurs économiques, d'entreprises, elles bénéficieront du maintien de l'activité partielle bonifiée pour le Covid, comme c'était le cas jusqu'au 30 juin, et elles bénéficieront du maintien du fonds de solidarité dans les mêmes conditions que précédemment. Ce sont aussi des éléments concrets de la concertation de ces derniers jours, à la fois avec les administrations centrales et avec les représentants locaux des entreprises. Le transport aérien, pour terminer, ne fera pas l'objet d'évolution. Il est déjà largement restreint entre la Martinique et le reste des territoires français ou étrangers. Autre mesure de ce confinement, la question des plages. Vous le savez, nous sommes en période de grandes vacances, il y a beaucoup de monde sur les plages, il y a une habitude forte d'aller pique-niquer sur les plages. Je crois que dans la période dans laquelle nous sommes, il faut privilégier ce qu'on appelle les plages dynamiques, c'est-à-dire le fait d'aller à la plage faire du sport. On a besoin de faire du sport, donc c'est nécessaire de pouvoir aller à la plage pour faire du sport. Dans le rayon des 10 km, si on est dans cette proximité-là. Et dans ce cadre-là, je demande aux personnes qui ont l'habitude, pendant 3 semaines, de ne pas aller sur les plages pour y déjeuner. Je me rends compte de l'effort qui est demandé, mais je crois que c'est nécessaire, au même titre, je dirais, que la fermeture des restaurants. Sur les activités maritimes et de plaisance, je rappelle que la règle des 6, c'est-à-dire la règle de 6 personnes à bord, sera de nouveau appliquée, interdiction des regroupements de bateaux, capacité d'emport seulement quand on est à le port à 10 km de son domicile, puis les sports nautiques et les cours individuels pourront continuer. Je voudrais dire quelques mots à présent des activités festives à domicile. Il ne faut pas se mentir, c'est sans doute un des secteurs, une des activités qui font le plus de difficultés. Les activités festives à domicile, c'est celles dans lesquelles on se relâche parce qu'on est avec des personnes qu'on connaît, on baisse le masque parce qu'on est dans la cordialité, parfois en fin de journée, parfois même toute la nuit à fêter, et c'est normal, les vacances, la proximité, le plaisir de se retrouver. Je demande à chacun de réappliquer, comme nous l'avions fait dans des périodes précédentes, la règle des 6. La règle des 6, c'est l'idée de ne pas rencontrer plus de 6 personnes en même temps pendant cette période de confinement. Ce n'est pas une obligation, parce que la sphère privée reste un lieu de liberté dans lequel les pouvoirs publics ne peuvent pas entrer, mais c'est une recommandation très forte qui a fait ses preuves dans la période de Noël, qui a fait ses preuves aussi dans d'autres territoires. Ce n'est pas une règle absolue, bien sûr, il est possible de l'adapter en fonction de l'âge, en fonction du caractère vacciné ou non, immunisé ou non des personnes. Il est aussi possible, dans la sphère privée, de pratiquer largement les autotests qui peuvent être achetés en pharmacie à des prix modiques. Mais pour lutter contre ces activités festives à domicile, ce confinement aura des mesures nouvelles qui n'ont pas été appliquées dans les confinements précédents. C'est notamment l'interdiction de prestations à domicile, des prestations de traiteurs à domicile, les prestations de vente à emporter qui seront limitées à l'équivalent de 10 couverts, les prestations de musiciens à domicile et aussi le transport des matériels de sonorisation. Et j'invite aussi tous les propriétaires à être particulièrement responsables contre les événements qui pourraient avoir lieu dans les espaces dont ils ont la responsabilité.
Toutes ces mesures sont particulièrement lourdes et contraignantes. Elles seraient insupportables sans un accompagnement social adapté. La plateforme d'écoute SOS Crise que vous connaissez, le numéro 0800 100 811, sera réactivée de façon renforcée pour pouvoir répondre à toutes les questions, à toutes les angoisses et aux difficultés de cette période, notamment à l'isolement. La cellule de suivi des personnes à l'isolement, qui est gérée par une association agréée de sécurité civile depuis maintenant plusieurs mois, fait un travail remarquable et reste à disposition de toutes les personnes qui sont isolées et qui ont des difficultés. Et puis le programme Seyonalot, qui avait été lancé il y a un an, sera réactivé. C'est un programme partenarial qui permet d'avoir une action locale renforcée vers les personnes les plus en difficulté. Mesdames et messieurs, vous voyez que depuis le début de cette crise, nous nous sommes efforcés, avec nos collègues de l'Agence régionale de santé, à adapter les réponses qui sont apportées dans le territoire à la situation du territoire. Chaque jeudi, depuis février 2020, pendant les périodes de crise, Olivier Coudin, Jérôme Viguier et moi-même, nous avons invité les 34 maires, la collectivité, les parlementaires, les grands services publics, les chambres consulaires, à des échanges sur la situation, les mesures à prendre, les mesures prises et leurs ressentis par la population. Chaque jeudi depuis 1 an et demi. Bien sûr, lorsque la situation de la Martinique était comparable à la situation de l'Hexagone, nous avons appliqué des règles comparables. Lorsque la situation était différente, les règles étaient différentes. Parfois plus souples, je pense notamment à la période de Noël, parfois plus serrées, c'est la période dans laquelle nous sommes. Cette approche, elle s'est toujours faite avec l'enjeu de la solidarité. Solidarité avec les territoires voisins, je pense notamment bien sûr au territoire français, Saint-Martin, la Guadeloupe, la Guyane. Solidarité avec les pays voisins, nous avons été parfois contributeurs, parfois bénéficiaires, et puis solidarité avec toute la communauté nationale, et nous avons évoqué il y a quelques minutes les moyens civils et militaires qui représentent plusieurs dizaines de personnes qui viennent aider le système de santé martiniquais. Aujourd'hui, la situation diverge de nouveau avec l'Hexagone, et donc de nouveau, nous devrons construire des réponses sur mesure. Elles ont été présentées aujourd'hui, elles ont été adaptées à notre situation après de longues discussions locales avec toutes les parties prenantes. Elles pourront continuer à évoluer en fonction de l'évolution de la crise, soit pour s'alléger, soit pour se renforcer, selon l'effet obtenu. Mais cette adaptation, ce sur-mesure martiniquais, permettez-moi de dire qu'il a quelques lignes rouges. La première, c'est que la population n'acceptera jamais que les services publics, ici, en Martinique, soient de moindre qualité que dans les autres territoires. La qualité du service public, c'est la qualité de l'accueil, c'est aussi la résilience, c'est aussi la sécurité qu'il fournit. Je pense aux écoles, je pense aux structures hospitalières. Les agents publics, mes collègues des agents publics sont tous mobilisés. Nous devons prendre cela en compte. La deuxième ligne rouge, c'est que nous ne devons pas mélanger le temps d'urgence et le temps du développement local. Oui, lançons des recherches sur le renforcement des défenses immunitaires avec les pratiques locales, la pharmacopée. Mais ne perdons pas de vue qu'en ce moment, ce dont nous avons besoin dans le territoire, ce sont des soignants et de l'oxygène. Et merci à tous ceux qui se mobilisent pour que nous tenions à la fois le court terme et le moyen terme. Les deux sont indispensables à la gestion de la crise, sans négliger l'un ou l'autre. Enfin, il me semble qu'il ne faut pas alimenter la confusion des responsabilités. Confondre les responsabilités, c'est un facteur de désordre, d'insécurité, ça peut être aussi un facteur de fuite, un facteur d'échappatoire. Et je sais qui, l'opinion publique ou les juges, viendront chercher à la fin de la crise. Un dernier point que je voudrais évoquer, ce sont les fausses informations. Une des fausses informations qui circulent régulièrement, c'est que l'hôpital serait trop petit. L'hôpital n'aurait pas assez investi depuis 1 an. Il faudrait encore pousser les murs. Et finalement, pourquoi cet hôpital gémit avec 150 patients du Covid? Ce que je veux répondre à ceux qui pensent cela, qu'ils le pensent de bonne foi ou qu'ils le pensent avec une certaine perversité intellectuelle, c'est d'abord que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Connaissez-vous un service public, une entreprise, une famille qui est capable, en une dizaine de jours, d'accueillir 140 personnes là où elle en accueillait une dizaine? Sommes-nous bien conscients ici de la qualité des infrastructures, de la qualité des personnels, de la formation de l'ensemble des agents, de l'ensemble de la chaîne médicale et paramédicale? Je trouve que c'est faux et que c'est trop facile de dire que l'hôpital est trop petit.
Autre fausse information, le vaccin ne protégerait pas contre le virus. Ah, combien de messages reçus sur WhatsApp expliquant que le vaccin ne protégerait pas contre le virus. Ce que je remarque, c'est qu'on a plus de 140 personnes à l'hôpital. Il y en a 4 qui sont vaccinées, avec le schéma vaccinal complet. Il n'y en a aucune en réanimation, et les 4 qui sont hospitalisés ont de lourdes comorbidités. Il y a donc 2% des personnes hospitalisées à l'hôpital qui sont vaccinées, alors qu'il y a 22% de la population qui est vaccinée. Qu'on arrête de me dire que le vaccin ne protège pas contre le virus. Le vaccin protège contre le virus. Il protège contre les formes graves et il réduit la contagiosité d'un facteur 12. On est 12 fois moins dangereux, on est 12 fois moins probablement malade, on a 12 fois moins de formes graves avec le vaccin. On me dit aussi que les tests sur les vaccins seraient encore en cours. Oui, des tests sont encore en cours. Ce sont les tests d'efficacité pour vérifier si le vaccin dans la durée protège. Mais les tests de nocivité, eux, ils sont tous achevés depuis plusieurs mois. Et heureusement que ces tests de nocivité sont achevés. C'est le principal élément que vérifient les pouvoirs publics avant d'autoriser la diffusion et la vaccination de la population. Je termine un dernier point sur la vaccination. Beaucoup m'ont dit, avec, je crois, beaucoup de justesse et de bonne foi, ça va trop vite sur la vaccination. Ils m'ont dit, je préfère attendre. Alors à cela, je dis d'abord bravo pour votre libre arbitre. Contribuez, continuons à creuser, à regarder, à nous informer. Mais je dis aussi qu'il est temps. Il est temps. D'abord, ça fait plus d'1 an que les premières personnes ont été vaccinées. 3,5 milliards de personnes ont été vaccinées dans le monde. Je crois que cette idée qu'il faut attendre, désormais, il faut l'abandonner et il faut y aller. Allez-y, allez vous faire vacciner. Faites-le pour les jeunes, faites-le pour les enfants, faites-le pour ceux qui risquent de perdre leur emploi, faites-le pour la dette que nous allons laisser à ceux qui nous suivent, faisons-le pour les grands-parents, faisons-le pour la Martinique, faisons-le pour la France. Allons-y, il est temps. Et comme j'ai appris ici à dire, clita, plitriste. Merci, mesdames et messieurs, pour votre attention. Nous sommes prêts, Olivier Coudin et moi, à répondre aux questions sur la phase de la crise, sur les mesures qui s'appliquent et toute autre question que vous souhaiterez nous poser. Nous pouvons le faire en direct ou en micro tendu à l'issue si vous le souhaitez. Merci pour votre attention. Alors, les manifestations publiques, elles sont soumises depuis près d'1 mois à un régime qui est une limite à 10 personnes sur la voie publique. Et pour aller au-delà, c'est le maire qui doit l'autoriser. Donc les maires sont chargés de la gestion de la voie publique dans leur commune. Et c'est à eux d'arbitrer si certaines mesures sont possibles avec le masque, en plein air, ou si elles ne sont pas adaptées, si on n'est pas capable d'assurer cette précaution. L'entrée en vigueur du confinement aura lieu vendredi. Et le premier soir sous confinement à 19 h, ce sera vendredi soir. Bon, je vous remercie. Et nous restons disponibles pour tout élément complémentaire. Les sites internet, les réseaux sociaux de la préfecture et de l'agence de santé sont aussi en capacité de répondre à toutes les questions que se poseraient les particuliers, soit sur une situation individuelle, soit sur l'assignation plus globale du territoire. Merci à tous et bon courage.